J'ai aperçu un homme qui ressemblait exactement à mon mari à l'aéroport. Mais mon mari était décédé il y a 5 ans. Je l'ai suivi et j'ai été complètement choquée de le voir, lui et ma belle-mère, marcher avec une autre mère et son enfant, et... L'aéroport Charles de Gaulle était une marée humaine. Je traînais mon bagage à main derrière moi, épuisé après 3 semaines exténuantes de négociations de projets à Londres. Il était 15 heures, heure de Paris. Le soleil de l'après-midi perçait les immenses parois de verre, me faisant plisser les yeux. Mon téléphone vibra. C'était un message de Sophie, mon assistante. Mademoiselle Dubois, la voiture vous attend au parking souterrain, zone jaune. Avez-vous besoin que je vienne vous aider avec vos bagages? Je tapais une réponse d'une main. Non, je vais directement. Mais en levant les yeux, je figeais. À 20 mètres devant, près de la sortie des arrivées internationales, se tenait une grande silhouette en costume bleu marine. Il était de dos, se penchant pour récupérer une valise sur le tapis roulant. Ce dos, cette posture, même la légère inclinaison de sa tête alors qu'il soulevait le lourd sac, c'était exactement Louis. Mon cœur commença à battre follement contre mes côtes. Le bagage à main me glissa des mains, s'écrasant sur le sol en terrazzo poli et attirant les regards des passants. Impossible. Louis, mon mari, est décédé il y a 5 ans. Cancer de l'estomac de stade 4. Du diagnostic à son décès, cela n'avait pris que 4 mois. Je l'avais vu dépérir jusqu'à devenir un squelette sur ce lit d'hôpital. J'avais choisi le costume dans lequel il avait été enterré. J'avais porté son urne au cimetière. La photo en noir et blanc gravée sur sa pierre tombale était sa photo de passeport préférée, celle où il avait l'air si chaleureux et doux. Sa mère, Éléonore, s'était évanouie aux funérailles. Elle serrait mes mains si fort que ses phalanges étaient devenues blanches, sanglotant. Chloé, Louis est parti. Tu es tout ce qu'il me reste. 5 ans, plus de 1800 jours et nuits. Je suis passée de pleurer jusqu'à l'aube à mordre silencieusement ma couverture au milieu de la nuit, pour enfin pouvoir regarder sa photo et dire calmement, nous avons conclu une autre grosse affaire à l'entreprise aujourd'hui. Tout le monde louait ma force. Il m'appelait une locomotive, disant que je canalisais mon chagrin en ambition. Mais moi seul savais qu'au fond du tiroir de ma table de chevet, je gardais toujours la chemise de ville délavée de Louis. Les nuits d'insomnie, j'y enfouissais mon visage et respirais profondément. Même si son parfum avait depuis longtemps disparu, remplacé par l'odeur d'agrumes du détergent. L'homme se retourna. Ma respiration s'arrêta complètement. Les yeux profonds, le pont droit de son nez, la légère cicatrice sur sa mâchoire due à un accident d'escalade d'arbre dans son enfance. Même la façon inconsciente dont son pouce frottait son bouton de manchette alors qu'il ajustait sa manche. C'était Louis, vivant, respirant, avec un teint sain. Il attrapa une valise argentée et se dirigea vers la sortie, ses pas fermes et puissants. Ce n'était pas quelqu'un qui était mort d'un cancer de l'estomac. Mon esprit rationnel criait, c'est impossible. C'est juste un sosie. Louis était enfant unique. Il n'avait pas de jumeaux. Mais mes émotions, me souvenant des cendres que j'avais vues dans l'urne, rugissaient, attrape-le. Demande-lui, et si c'était un miracle? Et s'il y avait eu un mauvais diagnostic? Et si les 5 dernières années n'avaient été qu'un cauchemar absurde et malade? Mon corps bougea avant que mon cerveau ne puisse traiter. Je ramassai mon sac et trébuchai à sa suite. Le cliquetis frénétique de mes talons résonna sur le sol. J'ai failli trébucher 2 fois, ignorant les regards étranges des gens autour de moi. Je fixai ses pas, terrifié qu'ils ne disparaissent dans la foule. Louis, criai-je, ma voix tremblante. Il ne se retourna pas. Il continua simplement de marcher vers l'escalator. Louis Mercier, criai-je plus fort, ma voix se brisant. Son pas hésita légèrement et sa tête tourna juste un peu. Mais il continua immédiatement à marcher, agissant comme s'il n'avait rien entendu. Quelque chose ne va pas. Même s'il n'était qu'un sosie, quelqu'un ne se retournerait-il pas si un étranger criait ce nom? Je me précipitai sur l'escalator, les yeux rivés sur lui. Il descendit vers le trottoir des arrivées, contournant le parking. Une Mercedes classe S noire s'arrêta doucement devant lui.
Le chauffeur sortit pour charger ses bagages. La vitre du passager s'abaissa à mi-chemin et je vis la personne assise sur le siège avant, des cheveux argentés impeccablement coiffés, un cardigan brodé violet foncé, un profil sévère. C'était ma belle-mère, Éléonore. Elle sourit et dit quelque chose à Louis. Il se pencha près de la vitre et lui tapota affectueusement la main. C'était exactement le geste qu'il faisait à chaque fois qu'il revenait d'un voyage d'affaires. Mes mains et mes pieds devinrent glacés. Caché derrière un pilier en béton à 10 mètres de là. Je tremblais de façon incontrôlable alors que la Mercedes s'éloignait. Je trébuchai jusqu'au trottoir et hélai un taxi jaune. J'ouvris la porte en grand et criai « Suivez cette Mercedes noire ». La plaque se termine par 688. Le chauffeur me regarda dans le rétroviseur. « Madame, qu'est-ce que c'est ? Un film d'espionnage ? » Mon mari s'enfuit avec sa maîtresse, balançait je. Ma voix était si froide qu'elle m'effraya. Ne les perdez pas. Je vous donnerai 500 € de pourboire. Le taxi démarra en flèche. Je sortis mon téléphone, mes doigts tremblants alors que j'envoyais un message à mon assistante. Urgence. Retourne au bureau sans moi. Reporte toutes mes réunions. Puis j'ouvris mes messages avec Éléonore. Son dernier message datait d'il y a 3 jours. Une photo d'une mijoteuse. Tu travailles si dur pendant ton voyage, Chloé. Je te prépare un bœuf bourguignon pour ton retour. Je fixai les mots, mes yeux piquaient. Le taxi se dirigea vers l'ouest, vers la Normandie. Ce n'était pas le chemin vers la ville, ni vers la maison que Louis et moi partagions. Éléonore m'avait incité à vendre cette maison après sa mort, disant que les souvenirs ne feraient que m'apporter de la douleur. Elle n'avait pas pris un sou de la vente. Tout était allé sur mon compte. J'avais pleuré dans ses bras, la remerciant d'être si merveilleuse. Avec le recul, c'était une blague colossale. 40 minutes plus tard, la Mercedes entra dans un immense complexe de parc d'attractions. Au loin, je pouvais voir une gigantesque grande roue et des montagnes russes. C'était un week-end et les parkings étaient bondés, principalement de familles. La Mercedes contourna le parking principal et entra dans la zone de stationnement VIP. Je payai le chauffeur, mis mes lunettes de soleil, baissai mon chapeau et me fondis dans la foule se dirigeant vers l'entrée. Puis, je fus témoin de la scène la plus absurde de ma vie. Debout sous l'arche arc-en-ciel de l'entrée du parc se trouvaient Éléonore et Louis. Et Louis tenait la main d'un petit garçon, peut-être 4 ou 5 ans. L'autre main du garçon était tenue par une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle portait une robe en maille crème sous un cardigan rose pâle, ses longs cheveux soyeux tombant sur ses épaules. Elle leva les yeux vers Louis, riant de quelque chose qu'il avait dit, son expression pleine d'adoration naïve. Louis baissa les yeux et lui caressa doucement les cheveux. Pendant ce temps, ma belle-mère, Éléonore Mercier, tira un mouchoir de son sac à main de créateur, s'accroupit et essuya délicatement une tache de glace de la bouche du petit garçon. Ses mouvements étaient exercés, ses yeux débordant d'une adoration absolue. L'enfant ressemblait exactement à Louis, surtout quand il souriait et qu'une légère fossette apparaissait sur sa joue droite. Louis avait cette fossette. Il disait toujours que c'était la marque de fabrique de la famille Mercier. Son père et son grand-père l'avaient aussi. Je m'adossai à un arbre, mes ongles s'enfonçant si profondément dans mes paumes que la douleur était la seule chose qui me maintenait consciente. Mon téléphone vibra. C'était Éléonore. Le mot « maman » clignotant sur l'écran me sembla être une aiguille empoisonnée perçant mes yeux. Je pris une profonde inspiration et répondis, forçant ma voix à rester neutre. « Salut, maman. »« Chloé, ma chérie, as-tu atterri en toute sécurité ?» Sa voix était aussi chaleureuse et aimante que jamais. « Viens-tu dîner ?» J'ai fait le bourguignon. Je levai les yeux. À 50 mètres, Louis soulevait le petit garçon en l'air, le faisant tourner. Je regardais le sourire radieux de la jeune femme et le visage d'Éléonore, rayonnant de pur bonheur. « Je ne pense pas pouvoir venir ce soir, m'entendis-je dire. Ma voix me semblait venir de très loin. Quelque chose d'urgent est arrivé au travail. Oh, tu travailles trop dur.
Ta santé est la chose la plus importante, soupira Éléonore. Eh bien, viens demain, je ferai tes travers de porc préférés. D'accord, répondis-je engourdi. Je raccrochai, levai mon téléphone et passai en mode appareil photo. Zoomant, je pris photo après photo, la famille de 4 posant à l'entrée, Éléonore tendant une bouteille d'eau au garçon. Louis se penchant pour embrasser le front de la jeune femme. Chaque image était d'une clarté dévastatrice. Je rangeai mon téléphone. Je ne pleurais pas. Pendant 5 ans, j'avais versé des océans de larmes au milieu de la nuit. Maintenant, j'avais l'impression de les avoir toutes versées pour rien. Alors que je me tournais pour partir, je jetai un dernier regard. Le soleil couchant jetait une lueur dorée et chaleureuse sur la famille de 4. Main dans la main, ils marchaient vers le carrousel, leur rire porté par la brise. Comme ils étaient heureux. J'enlevai mes lunettes de soleil, essuyai la dernière trace d'humidité du coin de mon œil et les remis. Un sourire glacial se dessina sur mes lèvres. Louis Mercier. Éléonore Mercier, vous avez joué cette pièce pendant 5 ans, mais c'est moi qui écrirai le prochain acte. Je ne rentrai pas chez moi. Mon appartement de luxe à Paris, avec son décor impeccable et ses vues imprenables, avait été choisi pour moi par Éléonore, qui prétendait s'inquiéter de me voir vivre seule. En y repensant maintenant, chaque meuble, chaque agencement faisait probablement partie de sa surveillance. J'ai emmené mes bagages directement à un hôtel de luxe à long terme près de mon bureau et j'ai demandé à Sophie, mon assistante, de réserver la suite à son nom. Sophie parut confuse, mais voyant mon visage pâle et rigide, elle ne posa aucune question. « Mademoiselle Dubois, que voulez-vous que je fasse » demanda-t-elle avec précaution. Je poussai ma valise dans la chambre et me tournai vers elle. « Sophie, depuis combien de temps travaillez-vous avec moi ?»« 4 ans et 3 mois, répondit-elle immédiatement. « Vous m'avez promu votre assistante 2 mois après le décès de Monsieur Mercier. » Je me souvenais de ces jours-là. J'étais un fantôme ambulant, l'entreprise en plein chaos. C'était Sophie, alors juste une jeune fille de 24 ans débutante, qui organisait discrètement mes dossiers, me rappelait de manger et plaçait doucement du thé chaud sur mon bureau quand je fixais le bureau vide de Louis. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi tout de suite. » Je m'assis sur le canapé et ouvris mon ordinateur portable. Premièrement, obtenez la liste des invités VIP pour le parc Astérix aujourd'hui. Spécifiquement toute personne entrée entre 15h et 17h. Deuxièmement, vérifiez les plaques d'une Mercedes noire immatriculée en Normandie se terminant par 688. Troisièmement, je marqua une pause. Vérifiez le registre national des décès pour Louis Mercier. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de choc. Monsieur Mercier, mais il... Ne demandez rien, la coupai-je, ma voix dure. Gardez cela strictement entre nous. Utilisez vos relations personnelles. N'utilisez pas le réseau de l'entreprise. Je vous verserai personnellement les fonds nécessaires pour couvrir les pots de vin ou les faveurs. Comprenez-vous ? Elle prit une profonde inspiration et hocha fermement la tête. Compris. Mon cousin travaille à la préfecture et ma colocataire est au service des parcs. Je ferai en sorte que cela se produise. Vous aurez le premier rapport avant minuit. Après le départ de Sophie, je fermai la porte à clé et tirai tous les rideaux. La pièce tomba dans l'ombre. Je m'assis sur le tapis, appuyé contre le lit, et ouvris les photos sur mon téléphone. Sous la lumière blanche et crue de la chambre d'hôtel, les photos étaient brutalement claires. Je zoomai sur l'une d'elles. Louis se penchant pour nouer les lacets du garçon. L'arrière de son cou était exposé. Il aurait dû y avoir une cicatrice là. Il y a 5 ans, nous avons eu un accident de voiture lors d'un voyage, et du verre brisé lui avait tranché le cou, nécessitant 6 points de suture. Cela ressemblait à un mille-pattes. J'appliquais de la crème réductrice de cicatrices pour lui chaque nuit pendant 3 mois. Sur la photo, la peau était parfaitement lisse. Je passai à une autre photo. Louis ajustant son col, son poignet exposé. Louis avait une minuscule tache de naissance rouge de la taille d'une piqûre d'épingle sur l'intérieur de son poignet gauche. Quand nous sortions ensemble, j'avais l'habitude de l'embrasser, l'appelant mon tampon exclusif.
Le poignet sur la photo était impeccable. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Ce n'était pas lui. Du moins, pas le corps physique du Louis Mercier avec qui j'avais partagé un lit pendant 7 ans. Alors qui était-il? Un jumeau? Non. Éléonore m'avait explicitement dit que Louis était enfant unique. Son père avait subi une blessure dans sa jeunesse qui l'avait rendu stérile par la suite. Avoir Louis était considéré comme un miracle. Chirurgie plastique. 5 ans, c'était assez long pour que quelqu'un ressemble à quelqu'un d'autre. Mais qu'en est-il des micro-expressions? Les habitudes subtiles que moi seul connaissais et qu'Éléonore n'avait peut-être même pas remarquées. La façon dont son épaule droite s'inclinait légèrement quand il marchait. La façon dont il tapotait son index par 3 quand il réfléchissait. La façon dont son œil droit plissait légèrement plus que le gauche quand il souriait. L'homme sur les photos et les vidéos avait chacun de ses traits. J'ouvris les yeux d'un coup et sortis les dossiers médicaux de Louis d'il y a 5 ans. Stade 4, cancer de l'estomac. Le diagnostic de Pitié-Salpêtrière, la signature du chef oncologue, les journaux de chimiothérapie, les formulaires de consentement chirurgical, les ordres de non-réanimation, le certificat de décès, la paperasse était impeccable. J'avais fait 3 copies à l'époque, une pour les archives, une pour Éléonore et une enfermée dans mon coffre à la banque. Avec des doigts tremblants, je composais le numéro du docteur Leblanc, chef de l'oncologie à Pitié-Salpêtrière. Allô, docteur Leblanc. C'est Chloé Dubois, la veuve de Louis Mercier. Un bref silence à l'autre bout. Mademoiselle Dubois, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je voulais demander, y a-t-il une possibilité que le diagnostic de mon mari il y a 5 ans ait été une erreur? Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Mademoiselle Dubois, je sais que le chagrin peut être incroyablement difficile à gérer, mais la pathologie de Monsieur Mercier a été examinée par notre comité des tumeurs 3 fois. La biopsie a confirmé un adénocarcinome peu différencié avec métastases étendues. Le diagnostic était absolu. Sa voix était prudente. Pourquoi demandez-vous? Je crois que j'ai vu quelqu'un qui lui ressemble exactement. Le docteur Leblanc marqua de nouveau une pause. Mademoiselle Dubois, je comprends votre douleur, mais il y a beaucoup de sosies dans le monde. Monsieur Mercier est décédé. J'étais son médecin traitant. J'étais dans la chambre quand il a rendu son dernier souffle. S'il vous plaît, vous devez trouver un moyen d'avancer et d'arrêter de vous torturer. Je raccrochai et m'effondrai sur le sol. Un médecin ne risquerait pas sa licence et sa carrière pour mentir. Ce certificat de décès était le document exact que j'avais emmené à la mairie pour finaliser sa succession. Alors, qui était l'homme à l'aéroport? À 23h47, Sophie envoya un email crypté. J'ouvris le premier fichier, le journal d'entrée VIP du parc d'attractions. C'était une courte liste, seulement 7 réservations. Mes yeux se posèrent sur la 3e entrée. Nom, Louis Moreau. Groupe de 4, 3 adultes, un enfant. Téléphone 01 55 52 01 98. Plaque Normandie 688. Louis Moreau, pas Mercier. Mon cœur s'emballa en lisant les notes de Sophie en dessous. Numéro de téléphone vérifié. Enregistré à Paris. Propriétaire Louis Moreau, numéro de sécurité sociale se terminant par 4921. Personne à charge listée. Conjointe Nathalie Breton. Fils Léo Moreau, âgé de 5 ans. Nathalie Breton. Ce nom me frappa comme un pic à glace sur la tempe. Je l'avais déjà vu. Eh bien, j'avais vu sa photo dans le vieil iPhone 6 de Louis après sa mort. Éléonore avait dit que regarder ses affaires était trop douloureux et voulait les jeter, mais j'avais secrètement gardé le téléphone. Il était mort et je n'avais pas eu le courage de le charger pendant des années. L'année dernière, en déménageant, je l'ai branché. Il s'est allumé dans la galerie. Mis à part nos photos, il y avait un dossier caché protégé par mot de passe. J'ai deviné le mot de passe au 3e essai, ma date d'anniversaire. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Un campus universitaire sous un ciel bleu.
Une fille en robe d'été blanche souriant doucement. La légende disait, joyeuse remise de diplôme, Nat. Juin 2015. J'avais interrogé Éléonore à ce sujet. Elle fronça les sourcils et réfléchit un instant. Nat? Oh, Nathalie. Une fille que Louis a fréquentée à l'université. Ils ont rompu juste après la remise des diplômes. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent et son père n'a pas approuvé. Cela s'est arrêté là. J'avais ressenti une pointe de jalousie à l'époque, mais je l'avais vite oublié. Tout le monde a un ex. Louis m'a épousée à la fin, et c'est tout ce qui comptait. Avec le recul, ma naïveté était risible. J'ouvris le deuxième fichier avec des mains tremblantes. Informations sur le véhicule. Mercedes-Benz classe S acheté le 15 mars 2021. Propriétaire enregistré Éléonore Mercier. Éléonore Mercier. Ma belle-mère avait acheté une voiture à 100 000 € pour un homme nommé Louis Moreau. Le troisième fichier était le contrôle du registre des décès. Sophie avait écrit, Mademoiselle Dubois, mon contact a vérifié Louis Mercier. Au niveau national, 17 personnes portant ce nom sont décédées vers 2021. Une seule correspond au prénom et à la localisation de Monsieur Mercier. Le certificat de décès, l'hôpital et les horodatages correspondent parfaitement. J'ai également effectué une vérification des antécédents de Louis Moreau. Il serait revenu d'études au Royaume-Uni en 2016. Il a fondé Moreau Technologies en 2017 avec un capital de 500 000 €, seulement 2 actionnaires, Louis Moreau, 70% et Éléonore Mercier, 30%. La note de Sophie s'arrêta là, formatant un nouveau paragraphe. J'ai récupéré les registres de mariage de Louis Moreau et Nathalie Breton. Ils se sont légalement mariés le 20 mai 2020. Leur fils, Léo Moreau, est né le 8 novembre 2020. Je fixai l'écran en faisant les calculs. Marié en mai 2020, bébé né en novembre 2020. Cela signifiait que Nathalie était enceinte d'au moins 6 mois quand ils se sont mariés. Et mon mari Louis Mercier a été diagnostiqué d'un cancer de l'estomac en janvier 2021 et est décédé en mai 2021. La chronologie formait une toile suffocante autour de moi. Je pris mon téléphone et trouvai un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Maître Dubois, l'avocat testamentaire de Louis. Il décrocha après plusieurs sonneries. Mademoiselle Dubois, il est assez tard. Tout va bien? Maître Dubois, avez-vous toujours une copie du testament de Louis dans vos dossiers? Oui. La copie notariée est archivée ici. Pourquoi? Je me souviens que le testament stipulait que tous ses actifs, actions de l'entreprise, biens immobiliers, argent liquide, étaient partagés 50-50 entre moi et sa mère, Éléonore. Correct. Oui, Monsieur Mercier l'a rédigé lui-même alors qu'il était encore lucide. Nous avons l'enregistrement vidéo et vous avez géré l'homologation et les transferts d'actifs. Dubois hésita. En fait, Madame Mercier a géré l'exécution avec moi. Elle a dit que vous étiez trop dévasté émotionnellement et ne devriez pas être accablé par les détails, alors elle a agi en tant que votre mandataire. Je lui ai demandé de vous apporter les documents à signer. Comme Louis l'avait désignée comme coexécutrice de sa succession, elle a géré l'administration. Vous avez signé les formulaires de renonciation et de consentement pour le tribunal d'homologation 3 jours après son décès dans mon bureau. Vous étiez en très mauvais état, pleurant constamment. Madame Mercier était avec vous tout le temps. Je ne me souvenais pas du tout d'avoir été dans un cabinet d'avocat. Ces 3 jours étaient un flou fragmenté de chagrin. Je me souvenais seulement qu'Éléonore me donnait des somnifères, me disant de me reposer. Maître Dubois, j'ai besoin que vous apportiez cette procuration et des copies de tous les documents de transfert de succession à mon bureau demain matin. Je dois les examiner. Eh bien, si Madame Mercier demande, je suis une bénéficiaire légale de la succession. J'ai le droit de consulter les documents. Ma voix devint incisive. Si cela pose problème, je peux demander à mon avocat personnel de vous contacter. Non, Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît ne vous méprenez pas. Je vous les apporterai personnellement. À 10 heures. Je raccrochai et me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond.
Dehors s'étendait l'éblouissante skyline de Paris. Des ferries glissaient sur la Seine. La ville était brillante et apparemment juste. Si vous travailliez dur, vous pouviez vous tenir au sommet. Mais maintenant, je réalisais que le sol sous mes pieds était un piège méticuleusement tendu pendant 5 ans. Mon téléphone vibra. Un message d'Éléonore. Chloé, je t'ai gardé du bourguignon. Viens. Maman te manque. Je fixai le message, puis tapai lentement. D'accord, maman. Je viendrai dîner demain. Puis j'ouvris mon navigateur, commandai plusieurs caméras espions cachées avec livraison le lendemain et contactai une société d'investigation privée d'élite. Je leur envoyai les détails de Louis Moreau et Nathalie Breton, ajoutant une phrase. Je veux chaque détail de leur vie au cours des 5 dernières années, en particulier leurs interactions avec Éléonore Mercier. Le prix n'est pas un problème. Quand j'eus fini, le ciel pâlissait. Je me préparai un café noir et me tins à la fenêtre, regardant l'aube dévorer la nuit. 5 ans, j'avais passé 5 ans à me relever d'une veuve désespérée pour multiplier par 5 la société de commerce de Louis, LB Commerce. Tout le monde m'appelait une femme de fer. Éléonore versait des larmes et me tenait la main, disant « Mon pauvre Louis n'a pas eu la chance de voir à quel point tu es devenu incroyable. » Maintenant, je me demandais si chaque fois qu'elle disait cela, il n'y avait pas un sourire moqueur caché au fond de ses yeux. Je bus le café. Amer mais clarifiant. Louis Mercier ou Louis Moreau? Qui que vous soyez, Éléonore, ma merveilleuse belle-mère. Nathalie, l'ex du collège, avez-vous apprécié la pièce? Ne vous inquiétez pas, le rideau ne fait que se lever. À 10h pile le lendemain, Maître Dubois arriva à mon bureau, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Il semblait mal à l'aise. Mademoiselle Dubois, voici les copies que vous avez demandées, dit-il, posant l'enveloppe sur mon bureau. Il hésita. Madame Mercier m'a appelé ce matin. Elle a demandé pourquoi vous consultiez ces dossiers. Je ne levai pas les yeux de mon calendrier. Que lui avez-vous dit? J'ai dit que vous restructuriez vos actifs et que vous aviez besoin de vous référer à des documents antérieurs, dit Dubois, ajustant ses lunettes. Mais elle a semblé méfiante. Elle a posé beaucoup de questions détaillées. Merci de m'avoir couverte. Je lui fis signe de s'asseoir et lui versai un café. Maître Dubois, vous étiez le conseiller juridique le plus fiable de Louis. J'ai besoin de vous poser quelques questions, franchement. Il se pencha en avant. Bien sûr. J'ouvris l'enveloppe et en sortis l'accord de distribution de succession. Le papier était neuf, mais ma signature en bas était tremblante et penchée. Cela ressemblait vraiment à la signature de quelqu'un en pleine dépression. Cette procuration? Je désignai un autre document. Êtes-vous absolument certain que je l'ai signé en personne? Dubois l'inspecta. Oui. Vous et Madame Mercier êtes venus ensemble. Vos yeux étaient terriblement gonflés. Vos mains tremblaient violemment quand vous avez signé. J'ai même offert mes condoléances de nouveau. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans mon comportement ce jour-là? Il fronça les sourcils, se rappelant le souvenir. Vous avez à peine parlé. Vous avez juste hoché la tête à tout ce que Madame Mercier disait. Quand j'ai demandé si vous compreniez les documents, vous avez juste murmuré un oui. J'ai supposé que vous étiez juste consumé par le chagrin. Mais maintenant que vous le mentionnez. Maintenant que je mentionne quoi? Il prit une profonde inspiration. Mademoiselle Dubois, je ne devrais pas parler à tort et à travers, mais puisque vous le demandez, Madame Mercier était remarquablement sereine. Son fils était décédé 3 jours auparavant, pourtant elle a discuté clairement et méticuleusement de chaque détail de la répartition des actifs avec moi. Elle a même insisté pour accélérer le processus d'homologation. Mes doigts devinrent froids. Accélérer? Oui, normalement, le règlement d'une succession de cette taille prend des mois, mais elle a exigé une urgence, suggérant qu'elle paierait un bonus de consultation si je pouvais le finaliser en 1 semaine. Dubois offrit un sourire forcé. J'ai refusé le bonus, mais nous avons réussi à traiter les transferts en 2 semaines. Je continuai à feuilleter les dossiers. Transfert d'actions. Louis possédait 70% de LB Commerce.
35% m'ont été attribués. 35% à Éléonore. Immobilier. Notre maison conjugale était au nom de Louis. Elle a été vendue pour 3 500 000 €. La moitié est allée sur mon compte, la moitié sur celui d'Éléonore. Argent liquide, 2 800 000 € sur ses comptes personnels. Partagé en deux. Tout semblait juste jusqu'à ce que j'atteigne le tout dernier document. Confirmation de règlement de dette pour la succession de Louis Mercier. Dette. Je regardais Dubois. Louis avait des dettes? Dubois avait l'air sombre. C'est ce que j'ai trouvé étrange aussi. Monsieur Mercier ne m'a jamais parlé de dettes personnelles, et la trésorerie de l'entreprise était toujours saine. Mais Madame Mercier a produit 3 billets à ordre affirmant que Louis avait emprunté 6 millions d'euros à 3 amis pour des investissements privés. Mes doigts se serrèrent, froissant le bord du papier. Qui étaient les prêteurs? Un monsieur Dupont, un monsieur Martin, et Dubois marqua une pause. Un monsieur Louis Moreau. L'air dans la pièce se figea. Je fixai la confirmation de dette. Il était clairement indiqué qu'en août 2020, Louis Mercier avait emprunté 2 millions d'euros à Louis Moreau pour une entreprise personnelle due en un an avec un intérêt de 12%. Le garant répertorié était Éléonore Mercier. Avez-vous vérifié ses créanciers? Oui. Madame Mercier a fait venir Dupont et Martin. Ils prétendaient être des associés. Ils avaient des billets originaux avec la signature et l'empreinte digitale de Monsieur Mercier. Quant à Monsieur Moreau, je lui ai parlé au téléphone. Il a confirmé la dette, mais a dit que par respect pour Éléonore, il ne ferait pas pression pour un remboursement immédiat. Et ensuite? Ensuite, Madame Mercier s'est portée volontaire pour utiliser sa moitié de l'héritage pour rembourser les 3 dettes immédiatement. Dubois passa à une autre page. Voici les reçus de virement. 1 750 000 € de la maison. 1 400 000 € en espèces plus l'argent qu'elle a collecté en vendant certaines de ses actions de la société héritée. Elle a retiré les 6 millions d'euros et les a virés aux 3 hommes. Je me penchai en arrière dans ma chaise et fermai les yeux. Quelle escroquerie exquise et magistrale. Étape 1, forger des dettes. 3 créanciers, dont l'un était Louis lui-même sous sa nouvelle identité. Étape 2, utiliser la moitié de l'héritage d'Éléonore pour rembourser les fausses dettes. L'argent passe de sa poche gauche à sa poche droite en toute légalité. Étape 3, me garder, la veuve éplorée, totalement dans le noir, me faisant même sentir reconnaissante que ma belle-mère s'occupe de la paperasse stressante. Maître Dubois, j'ouvris les yeux. Les billets ont la signature et les empreintes digitales réelles de Monsieur Mercier. À moins que vous ne puissiez prouver qu'ils ont été forgés. Et après 5 ans, ils ne sont pas forgés. Je le coupai. Excusez-moi? Je veux dire, les signatures sont probablement authentiques. Je forçai un sourire froid. Parce qu'il n'est peut-être pas mort. Dubois haleta. Je poussai mon téléphone sur le bureau, affichant les photos du parc d'attractions. Jetai un œil à cet homme. Il mit ses lunettes de lecture et fixa l'écran pendant 1 minute entière. Le sang quitta son visage. C'est impossible, Monsieur Mercier est. Lui ressemble exactement, n'est-ce pas? Qui est-ce? Louis Moreau, le créancier de Louis, l'homme avec qui Éléonore Mercier possède une entreprise en copropriété, le mari de la femme à côté de lui et le père de ce garçon de 5 ans. Affirmai-je, mot par mot. Coïncidence, sa vérification des antécédents montre qu'il est orphelin et n'a pas de frères et sœurs. Le bureau devint silencieux. Dubois enleva ses lunettes et se frotta vigoureusement ses tempes. Mademoiselle Dubois, si cela est vrai, c'est une fraude méticuleusement planifiée, un détournement de fonds, une fraude d'identité et probablement une bigamie. Bigamie. Le mot me transperça la poitrine comme une aiguille chauffée. 5 ans. J'avais vécu en veuve pendant 5 ans. Je visitais sa tombe tous les mois. Je parlais dans le vide les nuits d'insomnie. Pendant ce temps, il utilisait un nouveau nom, épousait une autre femme, avait un enfant et vivait une vie complètement différente. Lui et sa mère avaient conspiré pour me voler ma juste moitié de l'héritage. Maître Dubois,
m'entendis-je dire, ma voix terrifiante de calme. Je vais les poursuivre en justice. Je veux récupérer l'héritage. Je veux des accusations de bigamie, des accusations de fraude. Je veux toutes les accusations criminelles et civiles que nous pouvons leur lancer. Vous aurez besoin d'une montagne de preuves solides. Je les aurai. Je me levai et marchai vers la fenêtre. D'ici là, veuillez garder cela strictement confidentiel, y compris notre réunion d'aujourd'hui. Je comprends. Il se leva, hésitant. Mademoiselle Dubois, il y a une chose de plus que je ne suis pas sûre de devoir mentionner. Allez-y. Un mois avant son diagnostic, Monsieur Mercier est venu me voir en privé, se souvint Dubois. Il a dit qu'il voulait modifier son testament pour vous laisser 70% de ses actifs. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit qu'il sentait qu'il devait trop à Chloé. Je me retournai. Et puis il a dit qu'il avait besoin d'y réfléchir un peu plus. Une version préliminaire. Mais avant que nous puissions le finaliser, il a été hospitalisé. Ce brouillon est toujours sur mon serveur sécurisé si vous en avez besoin. Merci. Après le départ de Dubois, je me tins près de la vitre. Mon téléphone vibra avec le premier rapport de l'enquêteur privé. Les photos ci-jointes montraient la résidence de Louis Moreau et Nathalie Breton, un vaste domaine de 5 millions d'euros sur la Côte d'Azur. La routine quotidienne de Nathalie, déposer l'enfant dans une école maternelle privée d'élite, aller au studio de yoga, au spa et prendre le thé l'après-midi avec Éléonore dans son appartement de luxe. Le bureau de Louis Moreau était dans le quartier financier, à peine 3 kilomètres du mien. La dernière photo était un cliché pris sur le vif d'Éléonore dans le jardin de la Côte d'Azur, tenant le garçon, Léo. Elle riait, ses rides se plissant de joie. C'était un bonheur authentique et radieux que je n'avais jamais vu quand elle était avec moi. Avec moi. Elle portait toujours un masque de douce tristesse, me rappelant constamment, ton mari est mort. Tu dois être forte. Tu dois prendre soin de moi. Tout était une mise en scène. J'ai payé la facture du détective privé et répondis, continuez la filature. J'ai besoin de détails précis sur la fréquence de leur rencontre avec Éléonore, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Puis je me suis connecté au réseau interne de mon entreprise, LB Commerce. Louis et moi l'avions nommé en utilisant nos initiales. Il disait que cela symbolisait notre union. Je trouvais ça ringard mais j'adorais secrètement. Maintenant, cette entreprise rapportait 20 millions d'euros par an. Je détenais 35%. Éléonore détenait 35%. Étage 30% était détenu par des investisseurs mineurs. Selon les dossiers que Dubois m'avait donnés, Éléonore avait discrètement vendu 15% de ses actions il y a 3 ans, encaissant environ 3 millions d'euros. L'acheteur était masqué par des sociétés écrans, mais la trace de l'argent montrait que les fonds avaient finalement atterri sur les comptes de Moreau Technologies. Moreau Technologies, Louis Moreau. J'enfonçai mes ongles dans mes paumes. À 15 heures, je me rendis sur la Côte d'Azur. Je garai ma voiture sur le parking d'un café en bas de la rue de leur domaine. Portant une casquette de baseball et de grandes lunettes de soleil, j'observai le manoir de style européen. À 16h10, une Mercedes noire familière entra dans l'allée. Louis en sortit. Oh, elle sortit aussi. Elle portait un ensemble Chanel en tweed, portant un sac Birkin. Elle se pencha vers lui, souriant vivement. Louis se pencha et l'embrassa sur le front. C'était exactement la même façon qu'il m'embrassait. Ma prise sur le volant rendit mes phalanges blanches. Vers 17 heures, une autre voiture arriva. Éléonore en sortit, portant des sacs de course remplis de jouets et de friandises. Nathalie se précipita pour la saluer, lui prenant le bras. « Maman, tu es là. » Léo n'a pas arrêté de demander grand-mère. Éléonore rayonna. « Où est mon doux garçon ?» Grand-mère lui a apporté le nouveau jeu de Lego. Il est à l'étage en train de peindre. Il a dit qu'il le faisait pour toi. Elles entrèrent ensemble dans la maison. Alors que la porte se refermait, j'entendais le rire sonore d'Éléonore. Avec moi. Elle était toujours douce, ses sourcils froncés, affichant un courageux visage de tragédie endurée. Maintenant,
je savais à quoi ressemblait son vrai bonheur. Je démarrai le moteur et m'éloignai. Dans le rétroviseur, le manoir rétrécit et disparut au détour du virage. Mon téléphone sonna. Éléonore. Je me connectai via Bluetooth. Salut, maman. Chloé, viens-tu dîner? J'ai gardé le bourguignon au chaud pour toi. Sa voix était l'image de l'affection maternelle, un contraste complet avec la femme riante que je venais de voir. Maman, je suis coincée au travail. Je ne pense pas pouvoir venir. Je fixai le feu rouge devant moi, ma voix stable. Allez-y et mangez sans moi. Tu travailles encore tard? Ne te pousse pas trop, ma chérie. La santé passe avant tout, soupira-t-elle. Je te le garderai. Tu dois venir demain. Je viendrai. Je raccrochai. Le feu passa au vert. J'appuyai sur l'accélérateur et me fondis dans la circulation. Les larmes tombèrent enfin, chaudes sur mes joues, mais je les essuyai rapidement. Pourquoi pleurer? Ce sont eux qui allaient pleurer. Samedi matin, je me rendis au cimetière. Visiter Louis tous les mois était devenu un rituel. J'apportais des chrysanthèmes blancs, m'asseyais près de la pierre tombale et parlais de l'entreprise et de mes frustrations quotidiennes. Parfois je pleurais, parfois je restais juste dans un silence paisible. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je me garai devant les portes du cimetière, mais n'entrai pas. Au lieu de cela, je montai une petite colline de l'autre côté de la rue qui surplombait sa parcelle. J'installai les jumelles puissantes que j'avais apportées et ajustai la mise au point. À 9h30, une BMW argentée entra dans le cimetière. Je la reconnus comme la voiture de Nathalie d'après le rapport du détective privé. Louis sortit le premier. Il portait un trench-coat noir et des lunettes de soleil, tenant un grand bouquet de chrysanthèmes blancs. Vint ensuite Nathalie dans une robe sombre modeste, portant également des lunettes de soleil. Enfin, Éléonore. Elle avait troqué ses vêtements clairs contre un tailleur gris sombre, son expression solennelle. Tous les trois marchèrent vers la pierre tombale. À travers les jumelles, je captai chaque mouvement. Louis se pencha pour déposer les fleurs. Il resta debout en silence pendant 1 minute, puis enleva ses lunettes de soleil. Même de loin, le profil correspondait parfaitement à la photo en noir et blanc sur la pierre. Nathalie lui prit le bras et murmura quelque chose. Louis secoua la tête et tendit la main pour toucher la photo sur la pierre. Puis il fit quelque chose qui me glaça le sang. Il se détourna de la tombe, fit face à Éléonore et ouvrit les bras, la tirant dans une étreinte serrée. Éléonore enfouit son visage dans son épaule, son corps tremblant comme si elle sanglotait. Mais 1 seconde plus tard, quand elle leva la tête, je le vis clairement. Elle riait. Ce n'était pas un rire amer ou un sourire triste. C'était un regard de soulagement absolu et sans fardeau, teinté d'une ruse sournoise. Elle tapota le dos de Louis et dit quelque chose. Louis sourit aussi, la relâchant et se tournant vers Nathalie, qui couvrit sa bouche d'un doux rire. Ils restèrent à la tombe moins de 10 minutes avant de partir. Juste avant de s'éloigner, Louis regarda en arrière la pierre tombale et fit un petit signe de la main comme s'il disait au revoir ou peut-être juste bonjour à une vieille blague. J'abaissai les jumelles, mes mains glacées. J'attendais que leur voiture disparaisse sur la route avant de descendre la colline et d'entrer dans le cimetière. Le gardien, un homme âgé nommé Gilles, me fit un signe de tête. « Bonjour, Madame Mercier. » Je forçai un sourire. « Quelqu'un vient-il de visiter la tombe de mon mari ?» Gilles réfléchit un instant. « Oui, une famille. Un couple avec une dame âgée. Ils ont dit qu'ils étaient des amis de l'université de Monsieur Mercier, juste de passage pour présenter leur respect. Amis de l'université. Bonne excuse. » Je me dirigeai vers la pierre tombale. Les chrysanthèmes étaient frais, couverts de rosée. Une carte était glissée dans le bouquet. Je la sortis. Juste un mot imprimé. Repose. Police standard. Pas d'écriture manuscrite. Je déposai mes propres fleurs. Mes yeux dérivèrent vers la base de la pierre tombale. Le sol semblait récemment remué.
Je m'accroupis et balayai la terre meuble avec mes doigts. Enfoui juste sous la surface se trouvait un petit sac Ziploc étanche. Mon cœur battait la chamade. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Le cimetière était pratiquement vide, et j'utilisais mon corps pour bloquer la ligne de vue des caméras de sécurité éloignées. Travaillant rapidement, je déterrai le sac, le fourrai dans la poche de mon manteau et me levai, faisant semblant de juste arranger les fleurs. De retour en toute sécurité dans ma voiture verrouillée, je sortis le sac. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié en un petit carré. Avec précaution, je le dépliai. C'était une échographie. L'image était un peu fanée, mais le texte était lisible. Patient, Nathalie Breton. Date, 15 mars 2020. Âge gestationnel 22 semaines. Sexe masculin. En bas, il y avait une note manuscrite. C'est un garçon. Tu vas être père. Maman t'attend à la maison. L'écriture était celle d'Éléonore. Je l'avais vue sur son post-it me rappelant de mettre un manteau ou de déjeuner. 15 mars 2020. Louis a été diagnostiqué d'un cancer en janvier 2021 et est décédé en mai 2021. Mais en mars 2020, Nathalie était déjà enceinte de 5 mois et demi. Pendant ce temps, j'étais toujours sa femme légale et actuelle. Nous dormions dans le même lit chaque nuit. Il m'embrassait sur le front avant de dormir et disait « Merci de travailler si dur, chérie ». Mon estomac se souleva violemment. J'ouvris la portière de la voiture en grand et vomis dans le caniveau. Rien que de la bile n'en sortit. Je m'essuyai la bouche, m'appuyai contre la voiture et pris une inspiration tremblante. Je pliai l'échographie, la remis dans le sac et pris mon téléphone pour appeler le détective privé. J'ai besoin d'une enquête approfondie sur Nathalie Breton. Antécédents familiaux, éducation, historique de travail, tout. Aussi, récupérer les données de localisation pour Louis Mercier, pas Moreau. Mercier, autour de mars et avril 2020. Il était encore en vie à ce moment-là. Je dois savoir où il est allé. Raccrochant, je fixai l'échographie. Un souvenir me revint. En avril 2020, Louis a dit qu'il devait aller sur la Côte d'Azur pendant 2 semaines pour explorer un investissement immobilier majeur. J'avais protesté, disant que c'était le pic de la pandémie, demandant s'il devait vraiment y aller. Il avait insisté sur le fait que c'était crucial. Quand il est revenu, il m'a montré ses reçus de vol. Je m'étais senti mal parce qu'il avait l'air si épuisé et maigre. Il avait affirmé que c'était le stress du voyage. Maintenant, je savais où il était allé pendant ces 2 semaines et qu'avait-il fait? Je ne rentrais pas chez moi. Je conduisis directement à la banque. De mon coffre-fort, je récupérai la boîte en métal que j'avais enfermée il y a 5 ans. À l'intérieur se trouvaient les souvenirs de Louis, son alliance, notre certificat de mariage, sa première lettre d'amour pour moi et ce vieil iPhone 6. J'empruntai un chargeur à un caissier. Après quelques minutes, le logo Apple apparut. J'allai directement à la galerie, trouver le dossier verrouillé et entrer ma date d'anniversaire. La photo de Nathalie dans sa robe de remise de diplôme était toujours là, mais cette fois je regardais de plus près. En arrière-plan, debout devant la bibliothèque universitaire, un jeune homme en chemise blanche était partiellement visible, le dos principalement tourné vers l'appareil photo. Je reconnus cette chemise. Je l'avais achetée à Louis pour son anniversaire, un costume italien sur mesure avec ses initiales LM monogrammées sur le poignet. Je zoomai davantage. Sur le poignet gauche de l'homme se trouvait une montre Patek Philippe Nautilus. C'était mon cadeau de premier anniversaire à Louis. Il disait que c'était trop cher pour être porté occasionnellement et ne la gardait que pour les occasions importantes. La remise de diplôme était une occasion importante. Il portait la montre que je lui avais achetée pour célébrer avec Nathalie. J'éteignis le téléphone et le remis dans la boîte. En sortant de la banque, le soleil de midi me parut aveuglant. Je m'assis dans la voiture, laissant les souvenirs m'envahir. Début 2020. Le comportement de Louis avait en effet été étrange. Il travaillait tard constamment, rentrait à des heures impaires et gardait son téléphone en mode silencieux. Quand je demandais, il prétendait que l'entreprise négociait une fusion hautement confidentielle.
Une nuit, je me réveillai et le trouvai absent du lit. J'allai au bureau et l'entendis chuchoter au téléphone. Maman, s'il te plaît, prends soin de Nat pour l'instant. Je sais que je fais du tort à Chloé, mais le bébé est innocent. J'avais pensé qu'il parlait d'une cousine éloignée en difficulté. Maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image cruelle et parfaite. Début 2020, Nathalie tombe enceinte. Mars 2020, l'échographie confirme que c'est un garçon. Avril 2020, Louis utilise un voyage d'affaires comme couverture pour installer Nathalie sur la Côte d'Azur pour l'accouchement. Mai 2020, Louis Moreau et Nathalie se marient légalement. Novembre 2020, le bébé naît. Janvier-mai 2021. Louis simule une maladie grave et meurt. J'étais à ses côtés tout le temps, le regardant dépérir. Avec le recul, la perte de poids était probablement un régime de famine délibéré. L'agonie était un acte. Même le corps à la maison funéraire n'était peut-être pas lui. Peut-être un cercueil fermé ou des astuces de maquillage lourdes coordonnées avec des thanatopracteurs payés. Et Éléonore, la mère que je traitais comme la mienne, était complice de toute l'escroquerie. Elle m'a regardé pleurer jusqu'à ce que je vomisse, m'a frotté le dos et a dit « Laisse sortir, ma chérie ». Puis elle s'est retournée pour tenir son vrai petit-fils, se prélassant dans la joie familiale. Pendant 5 ans, j'ai pleuré une tombe vide. Je me suis tuée à la tâche pour faire grandir l'entreprise, pensant que c'était son héritage. J'ai embauché des aides à domicile pour Éléonore, les emmener en vacances, lui acheter des soins de santé haut de gamme parce qu'elle était ma seule famille restante. J'étais une blague monumentale. Un pion joué à la perfection par les personnes que j'aimais le plus. Mon téléphone sonna, brisant mes pensées. Un message de Sophie. Mademoiselle Dubois, j'ai fouillé dans la propriété de Moreau Technologies. Il y a un actionnaire fantôme détenant 10% via une société écran offshore. J'ai percé le voile. Le bénéficiaire effectif ultime est Robert Breton, le père de Nathalie. Toute une production familiale. Je répondis, continuez à tracer l'argent. Voyez s'il y a des transferts entre notre entreprise et ce compte offshore. Aussi, appelez le médecin privé d'Éléonore. Docteur Duval, dites à son bureau que je veux le consulter sur la gestion des soins de santé des seniors pour ma belle-mère. Prenez-moi rendez-vous pour mercredi après-midi prochain. Compris, répondit Sophie. Je démarrai le moteur. Dans le rétroviseur, la banque s'estompa. Je me suis souvenu des funérailles de Louis. Je tenais son urne, mes jambes flanchaient. Éléonore me soutenait, sanglotant. Chloé, tu es ma fille maintenant. Je lui avais serré la main, promettant de prendre soin d'elle pour Louis. À quoi pensait-elle alors? Se moquer de ma stupidité. Soulagée que le plan ait parfaitement fonctionné. Probablement les deux. J'ai baissé la vitre, laissant l'air froid me frapper le visage. Mes larmes étaient déjà sèches. Ce n'était pas le moment de pleurer. Mercredi, 14 h. J'arrivai à la clinique Duval Concierge sur l'avenue Montaigne. C'était un service médical ultra premium. L'abonnement annuel commençait à 6 chiffres. Le docteur Duval était un associé senior spécialisé en gériatrie et en soins chroniques. La réceptionniste m'attendait. Mademoiselle Dubois. Le docteur Duval est prêt pour vous. On me conduisit dans un bureau somptueusement aménagé surplombant le jardin des Tuileries. Le docteur Duval, un homme distingué d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture métallique, me serra chaleureusement la main. Mademoiselle Dubois. Éléonore parle souvent de vous. Elle dit que vous la traitez mieux qu'une fille biologique. J'offris un sourire mince. Elle est trop gentille. Elle est sous vos soins depuis des années. Et j'apprécie tout ce que vous faites. C'est mon travail. Vous vouliez discuter de son plan de bien-être. Je sortis un dossier de mon sac. Ce sont des copies de ses examens physiques des 3 dernières années. Je voulais votre avis professionnel sur tout ce que nous devrions surveiller. Il feuilleta les pages. Éléonore se porte exceptionnellement bien pour son âge. Le cholestérol est un peu élevé mais bien géré. La densité osseuse est standard pour sa démographie.
continuer juste avec le calcium. Quant à son ancien problème, il marqua une pause. Son ancien problème? Je captai l'hésitation. Ses ulcères d'estomac dus à de mauvaises habitudes alimentaires quand elle était plus jeune. Mais elle va bien dernièrement. Ses endoscopies sont claires. Fait-elle une endoscopie chaque année, insistai-je. Non. Habituellement un dépistage complet tous les 3 ans. Regardez ici. C'est son rapport de mai 2021. Parfaitement propre. Celui de 2024 est propre aussi. Mai 2021. Louis est décédé d'un cancer de l'estomac en mai 2021. Je resserrai ma prise sur mon sac à main, gardant ma voix neutre. Vers mai 2021, ma belle-mère était-elle dans un mauvais état émotionnel? Son fils venait de décéder. Le docteur Duval soupira avec sympathie. Oui, elle était dévastée. Quand elle est venue pour son suivi, elle avait perdu beaucoup de poids. Ses yeux étaient gonflés. Je lui ai dit de prendre soin d'elle, que les vivants devaient continuer. Je le fixai. Avez-vous déjà traité son fils ou examiné ses dossiers médicaux? Le docteur Duval parut momentanément surpris, puis sourit. Non, je ne l'ai pas fait. La confidentialité du patient, vous savez. J'essaie de ne pas fouiner, et Éléonore en parlait rarement. Cela la faisait pleurer quand elle venait pour cet examen de mai 2021. Est-elle venue seule? Laissez-moi réfléchir. Oui, mais quelqu'un l'a déposée dans le hall. Un jeune homme portant une casquette de baseball et un masque chirurgical. Je n'ai pas pu voir son visage. Elle a dit que c'était un neveu. Neveu en masque. Est-elle toujours venue seule depuis? Parfois son chauffeur l'amène. Parfois, se rappela le docteur Duval. Oh, 2 fois elle était accompagnée d'une jeune femme. Saïdit Wasser nièce. Tall, fair-skinned, very soft-spoken. Nathalie. Merci. Docteur. Éléonore est fière. Elle ne me dit jamais quand elle ne se sent pas bien. Je voulais juste avoir une vue d'ensemble. Bien sûr. Je me levai, faisant semblant de partir. Au fait, vous devez avoir son historique familial complet dans vos dossiers, n'est-ce pas? Je voulais savoir si le cancer de l'estomac de Louis avait une composante génétique dont nous devrions être conscients. Le docteur Duval parut mal à l'aise. Nous avons des dossiers d'antécédents familiaux, mais la loi sur la protection des données m'empêche de les partager avec des membres de la famille sans le consentement écrit explicite du patient. Je peux lui faire signer une décharge pour la prochaine fois. Ce serait parfait. Je quittai le bureau mais ne quittai pas la clinique. Je m'assis dans le luxueux salon d'attente et commandai un expresso. Quelques minutes plus tard, je me dirigeai vers les toilettes, chronométrant ma sortie alors que le docteur Duval sortait de son bureau pour remettre un dossier à une infirmière, puis entra dans la salle des archives. Je le suivis silencieusement. La porte de la salle des archives était légèrement entr'ouverte. À travers la fente, je le vis devant un terminal informatique, faisant défiler le dossier numérique d'Éléonore. Je retins ma respiration. Il cliqua sur l'onglet « Antécédents familiaux ». C'était là. Fils Louis Mercier. Condition, cancer de l'estomac. Adénocarcinome peu différencié. Diagnostiqué janvier 2021 à Pitié-Salpêtrière. Médecin traitant Dr Leblanc. Statut, décédé. Mais il y avait une petite note en dessous. Note ajoutée le 15 juin 2021. La patiente Éléonore Mercier a fourni un historique familial verbal. Aucun dossier médical ni rapport de pathologie fourni par la patiente pour vérification. Conseiller à la patiente d'augmenter la fréquence des dépistages gastriques basés sur l'historique verbal. Historique verbal. Aucun dossier médical. Le docteur Duval sembla aussi remarquer quelque chose d'étrange. Il cliqua sur ses notes de consultation de 2021, le 20 mai 2021. La patiente rapporte dépression, perte d'appétit, perte de 5 kilos. S'enquiert si liée à la maladie de son fils. La patiente déclare que son fils a été traité à Pitié-Salpêtrière mais a refusé de fournir les dossiers, citant une détresse émotionnelle.
Le 3 juin 2021, la patiente rapporte que son fils est décédé. Désemparée, a refusé d'en discuter. Le 15 juin 2021. La patiente est revenue pour un suivi. A volontairement fourni un historique verbal du cancer de son fils. État émotionnel, remarquablement calme, posé. La souris du docteur Duval plana longtemps sur cette dernière entrée. Une mère perd son unique fils, refuse de discuter de sa maladie, puis, 2 semaines plus tard, offre calmement l'historique médical qu'elle avait précédemment retenu. Le choc émotionnel était stupéfiant. Je poussai doucement la porte. Le docteur Duval sursauta, se retournant. « Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez pas être ici. » Docteur Duval. Je fermai la porte derrière moi, la verrouillant. « Vous avez remarqué les incohérences aussi, n'est-ce pas ?» Il se raidit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Mais 2021, mon mari est mort. Pitié-Salpêtrière prétend avoir des dossiers, mais aucune lame de pathologie physique n'est disponible lors de l'audit. Ma belle-mère vous donne un historique purement verbal sans documentation. La sueur perlait sur son front. C'est juste une erreur administrative, n'est-ce pas? Je fis un pas de plus. Vous êtes un médecin expérimenté. Vous avez vu des familles en deuil. Est-ce qu'une mère perd son enfant unique et retrouve son calme en 2 semaines pour donner un compte-rendu clinique de sa maladie? Il resta silencieux. Je soupçonne que mon mari n'est jamais mort. Quoi? Les yeux du docteur Duval s'écarquillèrent. Je sortis mon téléphone et lui montrai la photo haute résolution de Louis Moreau. Avez-vous vu cet homme? Il y jeta un coup d'œil et la couleur quitta complètement son visage. Il est venu avec Éléonore l'année dernière. Elle a dit que c'était un neveu éloigné de l'étranger. Il portait un masque, mais les yeux et les sourcils. Il ressemble à mon mari mort, n'est-ce pas? Le docteur Duval s'effondra contre le bureau. C'est absurde. C'est une fraude de plusieurs millions d'euros impliquant de faux dossiers médicaux, un vol de succession et de la bigamie, dis-je froidement. Et vous, docteur, vous pourriez détenir la preuve. Que voulez-vous de moi? La prochaine fois qu'Éléonore viendra pour une prise de sang, j'ai besoin que vous fassiez une comparaison d'ADN. Je vous procurerai un échantillon biologique de Louis Moreau. Un cheveu, un frottis, n'importe quoi. J'ai besoin d'un test de maternité. C'est hautement illégal sans consentement. Tout comme le fait d'aider et d'encourager une fraude massive à l'assurance et à la succession, rétorquai-je. En tant que veuve, j'ai le droit de savoir si on m'a menti pendant 5 ans. En tant que médecin, vous avez le devoir de ne pas laisser votre clinique être utilisée comme façade pour blanchir un faux historique médical. Il ferma les yeux, exhalant lourdement. Je peux l'envoyer à un laboratoire privé discret et fiable. Mais vous devez garantir que cela n'aura pas de répercussions sur ma pratique. Je le garantis. En quittant la clinique, le ciel virait à l'ambre. Je montai dans ma voiture et vérifiai un nouveau message du détective privé. Le père de Nathalie, Robert Breton, était un cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique. Mis à la retraite anticipée en 2018 en raison de soupçons de détournement de fonds, il avait tenté de créer sa propre entreprise, ayant failli faire faillite en 2019. En juin 2020, son entreprise avait reçu une injection de trésorerie miraculeuse d'1 million d'euros d'un compte offshore. Nous avons retracé le compte. Il appartient à Éléonore Mercier. Juin 2020, juste après le diagnostic de cancer de Louis. Le timing était impeccable. Mon téléphone sonna. Éléonore. Chloé, viens-tu ce soir? J'ai fait ton rôti de bœuf préféré et ta purée de pommes de terre. Je regardais le soleil se coucher sur les gratte-ciel de Paris et souris lentement. Bien sûr, maman. Je serai là vers 18h30. Merveilleux. Je t'attendrai. Je raccrochai, puis envoyai un message à Sophie. Contacte les meilleurs avocats spécialisés en divorce et en droit pénal de la ville. Je dois connaître le seuil exact pour prouver la bigamie et le vol qualifié. De plus, dresse une liste de tous mes actifs, actions, biens immobiliers, fonds liquides.
Demande à Maître Dubois de préparer tous les dossiers de succession de 2021. Je les veux sur mon bureau demain matin. Et prends-me rendez-vous avec le détective Marc Dubois de la brigade financière de la police nationale pour demain après-midi. Puis je fis défiler jusqu'à un contact que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Marc Dubois, un ancien ami d'université de Louis qui était devenu détective. Salut Marc, c'est Chloé. J'ai besoin d'une énorme faveur. Une semaine plus tard, je tenais 2 rapports cruciaux entre mes mains. Le premier était un email sécurisé du docteur Duval. En pièce jointe se trouvait le résultat du laboratoire d'ADN. La conclusion était 2 lignes froides et cliniques. Probabilité de maternité entre l'échantillon A, Éléonore Mercier, et l'échantillon B, Louis Moreau, 99,999%. Conclusion, l'échantillon A est la mère biologique de l'échantillon B, le second était une clé USB. Marc Dubois me l'a tendu dans un restaurant discret de la banlieue parisienne. Il avait l'air sombre. Chloé, c'est bien plus sombre que tu ne le pensais. J'ai tiré des ficelles pour obtenir les enregistrements de sécurité archivés de la maison funéraire d'il y a 5 ans. Prépare-toi. De retour dans mon bureau verrouillé à la maison, j'insérai la clé USB. Il y avait 2 fichiers vidéo, tous 2 datés du 18 mai 2021. Le jour des funérailles. Le premier provenait de la caméra de l'entrée principale. Le hall était solennellement décoré. Le portrait de Louis était au centre. J'étais en robe noire, serrant l'urne, à peine capable de tenir debout. Éléonore était à mes côtés, essuyant ses yeux. Les invités faisaient la queue pour présenter leurs condoléances. Je ressemblais à une carcasse sans âme, hochant la tête mécaniquement. À 1 minute et 7 secondes, une silhouette familière apparut au bord du cadre. Mon cœur s'arrêta. J'appuyai sur pause. C'était Louis Moreau. Il était vêtu d'un costume noir, portant un masque facial noir et une casquette de baseball tirée bas, debout à l'arrière des personnes en deuil. Il ne s'approcha pas. Il resta là, fixant son propre portrait funéraire, puis déplaça lentement son regard vers moi, tenant son urne. Même avec le masque, je connaissais ses yeux. La vidéo continua. Il resta là pendant 3 minutes, puis se tourna pour partir. Alors qu'il se tournait, il leva une main pour essuyer le coin de son œil sous le masque. La deuxième vidéo provenait du quai de chargement à l'arrière. 15 heures. Les invités étaient partis. Une berline noire s'arrêta. Éléonore sortit discrètement d'une porte latérale de la maison funéraire, regarda autour d'elle avec prudence et se hâta vers la voiture. La vitre arrière s'abaissa. C'était Louis. Il avait enlevé le masque. Son expression était calme. Éléonore se pencha et murmura quelque chose. Il hocha la tête, puis tendit la main et saisit la sienne. Ce n'était pas une poignée de main polie. C'était la prise intime et naturelle d'une mère et de son fils. Éléonore lui serra la main. Un regard de soulagement profond et victorieux envahissant son visage. La vitre se releva, la voiture partit, et Éléonore resta là, la regardant partir avant de remettre son masque de deuil et de rentrer à l'intérieur. Je fermai l'ordinateur portable. Mon sang me glaçait les veines. Pendant 5 ans, j'ai cru être la personne la plus tragique du monde. J'étais juste la blague la plus pathétique. Le détective privé envoya une autre mise à jour. Confirmé, le voyage de Louis en avril 2020 était à Nice. Il a séjourné dans une clinique de maternité privée avec Nathalie. Le certificat de naissance mentionne le père comme Louis Moreau, mais il est intéressant de noter que l'enfant est né à 2h15 le 8 novembre 2020. Les registres de vol montrent que Louis Mercier, sous son vrai nom, a embarqué sur un vol de Nice à CDG à 9h le même matin. Je fis les calculs. Le 8 novembre 2020. C'était notre anniversaire de mariage. Je m'en souvenais parfaitement. Il était revenu de son voyage d'affaires, m'avait offert un collier de perles acheté à l'aéroport et m'avait préparé le dîner. J'étais tellement touchée que malgré son emploi du temps chargé, il s'en soit souvenu, son épuisement, la légère marque de bronzage sur son cou. Ce n'était pas le résultat d'une négociation stressante.
C'était d'avoir été dans une salle d'accouchement à Nice avec sa maîtresse, revenant immédiatement en avion pour jouer le mari dévoué envers sa femme légale. Je courus aux toilettes et vomis de nouveau. Quand j'eus fini, je me lavai le visage. Je me regardai dans le miroir. Mes yeux étaient injectés de sang. Mes lèvres mordues à vif, mais mon regard était mortel. J'appliquai un anti-cerne épais, mis du rouge à lèvres, m'habillai d'un blazer noir élégant et pris mon sac à main. Éléonore m'avait demandé de la rencontrer dans un salon de thé privé haut de gamme du Marais à 15 heures. Elle prétendait avoir une vieille amie en ville qu'elle voulait me présenter. Je savais que ce n'était qu'une excuse pour me surveiller. En chemin, je laissai un message vocal à Sophie. Finalisez la liste des actifs aujourd'hui. Demandez à Maître Dubois de préparer tous les documents originaux de fraude successorale pour une réunion demain matin et confirmer mon rendez-vous avec le détective Marc Dubois de la brigade financière de la police nationale pour demain après-midi. En attendant à un feu rouge, je vérifiai mes emails. Le détective privé avait envoyé de nouvelles photos prises avec un téléobjectif. Une, Louis, Nathalie et Léo à Disneyland Paris. Le garçon sur les épaules de Louis, Nathalie appuyée sur son bras. 2. Éléonore essuyant de la glace du visage de Léo devant leur maison de la Côte d'Azur. 3. Tous les quatre dans un restaurant étoilé au guide Michelin, riant. 4. Nathalie essayant un collier de diamants dans une boutique Van Cleef et Arpels. Louis debout derrière elle, les mains sur ses épaules. Éléonore assise sur le canapé moelleux, les regardant rayonner. Je zoomai sur le collier. C'était une pièce à l'ambra classique, facilement 40 000 €. Last week for Eleanor's birthday, I had booked her a bracelet from the same brand. She had pushed it away, saying, it's too expensive, Chloé. Take it back. I don't need such luxury. She wasn't being modest. She just thought my gift were cheap compared to what her real daughter-in-law wore. J'appuyai sur l'accélérateur. Le salon de thé du Marais était exquisément privé. L'hôtesse me conduisit à une cabine VIP à l'arrière. Éléonore était déjà là, portant un chemisier de soie, versant élégamment du thé. Chloé, tu es là. Assieds-toi. Et c'est ça. Darjeeling. Je m'assis en face d'elle. Où est ton amie, maman? Oh, elle a dû annuler à la dernière minute. Éléonore mentit avec douceur, me poussant une pâtisserie. C'est juste entre filles. Tu n'as pas eu une bonne conversation avec moi depuis un moment. Je regardais son sourire maternel forcé. Pendant 5 ans, j'avais passé presque tous les week-ends avec elle, la traitant comme ma propre mère. Elle m'appelait son pilier de force. Maman, je posais la tasse de thé. J'ai rencontré quelque chose d'étrange dernièrement. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle ne leva pas les yeux. J'étais à Londres la semaine dernière, et à CDG, j'ai vu un homme. Je la regardai droit dans les yeux. Il ressemblait exactement à Louis. J'ai cru que j'hallucinais. Je l'ai poursuivi, mais je l'ai perdu. La main d'Éléonore tressaillit, faisant tomber quelques gouttes de thé chaud sur la table. Vraiment? Elle se reprit rapidement, essuyant le déversement. Il y a beaucoup de sosies dans le monde. Tu lui manques juste trop, ma chérie. Je le voyais partout aussi. Mais les morts ne peuvent pas revenir. Nous devons regarder vers l'avant. Mais maman, j'ignorais la pâtisserie. Cet homme avait même les habitudes exactes de Louis. La façon dont son épaule droite s'incline quand il marche, la façon dont il tapote la table avec son index. Qui d'autre connaît ces détails à part vous et moi? La pièce devint silencieuse. Seul le léger murmure de la musique jazz du hall pouvait être entendu. Éléonore posa lentement la théière. La chaleur maternelle dans ses yeux disparut, remplacée par un éclat froid et calculateur. Chloé, dit-elle lentement. Travailles-tu trop? Fais-tu une dépression? Je connais un excellent psychiatre. Maman. Je la coupai. Je sortis mon téléphone, ouvris le rapport d'ADN et le glissai sur la table. Connaissez-vous cet homme? Les yeux d'Éléonore tombèrent sur l'écran.
La couleur quitta son visage instantanément. Ses mains composées commencèrent à trembler violemment. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sa voix se brisa. Un test de maternité ADN. Je me penchai en arrière. L'échantillon A, c'est vous. L'échantillon B est un homme nommé Louis Moreau. La probabilité de maternité est de 99,99 Je me penchai en avant, baissant ma voix. Envie d'expliquer, maman, pourquoi votre fils unique, qui serait mort d'un cancer il y a 5 ans, a un frère biologique avec un ADN identique? Un frère qui est marié à l'ex-petite amie de Louis à l'université, Nathalie Breton? Un frère qui a un fils de 5 ans que vous visitez chaque week-end sur la Côte d'Azur. Je ne la laissais pas parler. Oh, au fait, vous possédez 30% de Moreau Technologies, et les 3 millions d'euros que vous avez obtenus en vendant vos actions dans ma société se sont mystérieusement retrouvés à renflouer l'entreprise de logistique en faillite du père de Nathalie 3 mois avant la mort de Louis. Maman, murmurai-je, quand vous me regardiez pleurer sur une urne vide pendant 5 ans. Quand vous me regardiez me tuer à la tâche pour diriger l'entreprise. Quand je vous donnais de la soupe quand vous étiez malade. À quoi pensiez-vous? Riez-vous de ma stupidité ou vous félicitez-vous d'un plan sans faille? Le visage d'Éléonore se tordit. Le masque de la mère en deuil se brisa complètement, révélant la femme vicieuse et égoïste en dessous. Tu m'as enquêté, siffla-t-elle, abandonnant complètement le ton doux. Oui, dis-je calmement. Vous vous attendiez à me prendre pour une idiote pour toujours? Et alors si tu sais, claqua-t-elle, riant soudainement. C'était un son froid et cruel. Louis est mort légalement. Le certificat de décès, les registres de crémation, la succession, tout est finalisé. L'homme en vie maintenant est Louis Moreau, mon neveu. Légalement, elle me regarda de haut en bas avec un mépris total. Ça fait 5 ans et tu ne comprends toujours pas. Louis ne t'a jamais aimé. Il ne t'a épousé que parce que ton père était politiquement connecté et pouvait aider son entreprise. Quand ton père a perdu sa position, tu es devenu inutile. Nathalie était son véritable amour. À cause de toi, elle a été forcée de se cacher. Je serrai ma tasse de thé, mes phalanges blanches, mais ma voix ne faiblit pas. Alors, vous avez orchestré une fausse mort pour le laisser s'enfuir avec son véritable amour et, au passage, voler la moitié de mon héritage. C'était de l'argent de la famille Mercier. Éléonore claqua sa main sur la table. Mon fils a construit cette entreprise. Pourquoi devrais-tu en avoir la moitié? L'entreprise de Louis faisait face à une mise en accusation fédérale à cause de cet accord européen. Nathalie a offert une nouvelle vie, une nouvelle famille qu'il désirait désespérément. Tu n'étais qu'un rappel de la vie dans laquelle il était piégé. Je me levai lentement, posant mes mains sur la table en acajou, me penchant vers Éléonore. Alors, vous m'avez traité comme une bête de somme pendant que vous viviez tous la belle vie. Je pris mon sac à main. Eh bien, voyons à quel point vous êtes vraiment intelligente. Que vas-tu faire? Elle me regarda nerveusement. Tu n'as aucune preuve. Un test ADN prouve juste que nous sommes liés. La vidéo des funérailles montre juste un gars masqué. Va voir les flics, vois qui ils croient. Je n'ai pas de preuve que Louis Moreau est Louis Mercier. Je souris finement. Mais j'ai la preuve d'une fraude médicale, d'un vol qualifié et d'un détournement de fonds. Oh, et le transfert d'actifs matrimoniaux au père de Nathalie. Je peux intenter un procès pour récupérer chaque centime. Je regardai ses yeux terrifiés. Et quant à la fraude matrimoniale et l'usurpation d'identité, une fois la fausse mort exposée, le mariage de Louis et Nathalie est légalement nul. Votre précieux petit-fils devient illégitime. Vous pensez que cela ne ruinera pas ses chances dans ces écoles préparatoires d'élite de Paris? Le visage d'Éléonore devint gris. Tu n'oserais pas? Regardez-moi. Je me tournai vers la porte. Maman, c'est la dernière fois que je vous appelle ainsi. Rendez-vous au tribunal. Alors que je sortais du salon de thé, la lumière vive du soleil me frappa le visage. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Mon téléphone vibra. C'était Louis Moreau, ou Louis Mercier.
Je fixai le nom qui n'avait pas éclairé mon téléphone depuis 5 ans et répondis, Chloé. Sa voix grave et magnétique traversa le haut-parleur. L'entendre me rendit physiquement malade. Que as-tu dit à ma mère? Elle est hystérique. Comment dois-je l'appeler? Demandai-je doucement. Éléonore ou Madame Mercier? Un lourd silence tomba sur la ligne. Il soupira. Chloé, rencontrons-nous. Nous devons parler. Volontiers. Je lui donnai l'adresse du cabinet d'avocat de Maître Dubois. Demain à 10 heures, apportez votre pièce d'identité, votre certificat de mariage avec Nathalie et le certificat de naissance de votre fils. Et amenez votre mère et votre véritable amour. Gardons ça en famille. À 9h50 le lendemain, j'étais assise dans la salle de conférence de Maître Dubois. Il avait installé un enregistreur sur la table et avait 2 parajuristes présents comme témoins. Mademoiselle Dubois, êtes-vous sûre? Demanda Dubois nerveusement. Une fois que nous faisons cela, c'est la terre brûlée. Ils ont brûlé la terre il y a 5 ans, Maître Dubois, dis-je en enlevant mon trench-coat. À 9h58, la porte s'ouvrit. J'entendis les pas lourds d'Éléonore. Le chuchotement timide de Nathalie demandant, c'est cette pièce? Et la voix familière de Louis disant, juste, entrez. Ils s'assirent en face de moi. Je tournai lentement ma chaise pour leur faire face. Éléonore semblait fatiguée, mais gardait la tête haute, ses yeux pleins de venin. Nathalie portait une robe en maille crème, ses mains se frottant nerveusement sur ses genoux, essayant d'avoir l'air fragile et innocente. Et au milieu était assis Louis. Il portait un costume gris anthracite sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés. Il avait l'air plus sain et plus jeune que le jour de sa mort. Il n'y avait aucune trace de cancer, seulement un éclair de culpabilité et beaucoup de calcul dans ses yeux. Nous nous fixâmes pendant 10 secondes. Il rompit le contact visuel le premier. Chloé. Sa voix était sèche. Ça fait longtemps. 5 ans, 4 mois et 12 jours. Je souris. Exactement 1950 jours depuis vos funérailles. Nathalie leva la tête d'un coup, des larmes montant immédiatement à ses yeux. Pourquoi faites-vous ça, gémit-elle. Éléonore ricana. Arrête de faire la grande dame, Chloé. Louis est mort. C'est une affaire de famille Mercier. Tu es une étrangère. Une étrangère? Je haussai un sourcil, tapotant mon sac à main. Mon certificat de mariage avec Louis Mercier est juste ici. Dois-je le sortir? À vos yeux, la femme légale est une étrangère, et la maîtresse qui est tombée enceinte est de la famille. Qui traitez-vous de maîtresse? Cria Nathalie, me fixant. Louis et moi nous aimions. Vous avez utilisé les relations de votre père pour le forcer à vous épouser. Il ne vous a jamais aimé. Ça suffit, Nat, murmura Louis, la saisissant par le bras. Me trompais-je? Nathalie sanglota. Savez-vous comment nous avons vécu ces 5 dernières années? Se faufilant en prétendant légalement être quelqu'un d'autre. Léo ne peut même pas l'appeler papa en public sans un faux nom de famille. Et maintenant elle veut nous ruiner. De quel droit? Du droit d'être sa femme légale, dis-je, ma voix tombant à un calme dangereux. Du droit d'essuyer les larmes de sa mère pendant 5 ans. Du droit d'être arnaqué à pleurer un vide. Je me tournai vers Nathalie. Vous avez 27 ans, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pu trouver un seul homme à Paris. Vous avez dû coucher avec un homme marié et tomber enceinte pour le piéger. En êtes-vous fière? Arrête, Chloé. Louis claqua sa main sur la table. Je sais que tu me détestes. C'est ma faute. Je suis désolée, mais ce qui est fait est fait. Pouvons-nous en parler calmement? Calmement. Je laissa échapper un rire qui secoua mes épaules. Vous avez simulé votre mort, m'avez regardé souffrir, volé mon héritage et vous êtes enfui pour jouer à la famille avec votre maîtresse. Et vous voulez que je sois calme? Pensez-vous que c'est un film d'amour où je pleure et dis que je vous souhaite le meilleur? Alors, que voulez-vous? Demanda Éléonore. De l'argent. Bien. Dites votre prix. Prenez-le et sortez de nos vies. Maman.
Louis fronça les sourcils. Me trompais-je? Éléonore ricana. Elle veut juste un paiement. Nous pouvons nous le permettre. Je me levai lentement, posant mes mains sur la table en acajou, me penchant vers Éléonore. Vous pensez que l'argent arrange ça? Il y a 5 ans, vous m'avez tenu aux funérailles et avez dit que j'étais tout ce qu'il vous restait. Je vous ai emmené chez vos médecins. Je vous ai tenu la main pendant la chirurgie. Votre jeu d'actrice mérite un Oscar. Le visage d'Éléonore devint vert. Elle ne put formuler de réponse. Je regardai Nathalie. Diplômée en 2015, rupture en 2016. Apparue enceinte de 5 mois en 2020. Où étiez-vous pendant ces 4 ans? Oh, c'est vrai. L'entreprise de votre père coulait. Il avait besoin d'un renflouement d'1 million d'euros. Alors, vous êtes revenu vers votre ex-petite amie mariée pour assurer le coup. Nathalie devint livide. Enfin, je regardai Louis. Alors, Louis Mercier ou Louis Moreau? Quel nom préférez-vous? Celui sur la pierre tombale de mon mari décédé ou celui sur votre faux passeport? Il refusa de me regarder dans les yeux. Chloé, je sais que les excuses ne signifient rien, mais Nat et moi nous aimons. Léo a besoin d'une famille. Juste. Faites semblant que je suis vraiment mort il y a 5 ans. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous laissez partir? Je répétais les mots, ressentant une vague de dégoût absolu. Qui va me laisser partir? Pendant 5 ans, je n'ai pas pu dormir, me demandant si je ne m'étais pas assez bien occupée de vous. J'ai gardé votre photo sur ma table de chevet. J'ai traité votre mère comme une reine. Ma voix trembla, mais je força les larmes à rentrer. Et pendant que je faisais ça, vous étiez dans une salle d'accouchement à Nice avec elle. Votre mère riait dans un manoir de la Côte d'Azur. Et je pleurais sur un tas de terre. Votre cœur est-il fait de pierre, Louis? 7 ans de mariage, même si vous ne m'aimiez pas. N'y avait-il aucune décence humaine de base? Vous m'avez prise pour une idiote, avez volé mon argent et avez mené la grande vie. Les larmes tombèrent, mais je ne les essuyai pas. Vous voulez négocier? Bien. Je me rassis et sortis un dossier juridique de mon sac, le jetant sur la table. C'est une liste détaillée. Premièrement, la moitié de la succession que vous m'avez volée il y a 5 ans via de fausses dettes plus 5 ans d'intérêts composés. Total 2 500 000 euros. Deuxièmement, les dépenses pour prendre soin de votre mère pendant 5 ans. Infirmière privée, vacances de luxe, soins de santé premium, frais de subsistance. Total 500 000 euros. Troisièmement, dommages moraux et dommages-intérêts punitifs en échange de ne pas vous signaler à la gendarmerie nationale pour fraude informatique, usurpation d'identité et vol qualifié. Total 1 million d'euros. Je glissai le dossier sur la table. 4 millions d'euros. Virement bancaire dans la semaine. S'il manque un seul centime, je vais au commissariat de la brigade financière. Nathalie halta. 4 millions? Êtes-vous folle? C'est du vol. Éléonore cria. Tu es folle. Nous n'avons pas ce genre de liquidité. Vous en avez. Je la regardai. Votre appartement de luxe à Paris vaut 3 millions d'euros. Votre participation de 30% dans Moreau Technologies vaut au moins 2 millions d'euros. Et Nathalie, je suis sûre que vous pouvez mettre en gage certains de ces sacs Birkin et costumes Chanel pour quelques centaines de milliers d'euros. Tu rêves? Éléonore se leva, me pointant un doigt tremblant. Je ne te donnerai pas un centime. Vas-y et porte plainte. Voyons si les flics croient une ex-femme folle et amère. Voulons-nous voir? Je me levai aussi, sortant un autre dossier. Rapport ADN prouvant que Louis Moreau est votre fils biologique. Le témoignage du docteur Duval sur votre faux historique médical. Les virements bancaires montrant que vous avez siphonné de l'argent vers le père de Nathalie juste avant le cancer de Louis. Les registres de vol montrant que Louis Moreau était à Nice quand Nathalie a accouché, tandis que Louis Mercier est rentré le lendemain matin, le jour de notre anniversaire. La salle de conférence était silencieuse à en étouffer. Louis fixait les documents, ses poings serrés.
Est-ce suffisant pour un grand jury, demandai-je doucement. La fraude informatique est un crime fédéral passible de 20 ans de prison. L'usurpation d'identité. 5 de plus. La falsification d'un certificat de décès, un crime d'État. Vous pensez qu'ils ne vous mettront pas en prison? Je me tournai vers Éléonore. Et vous, maman? Co-conspiratrice. Parjure. Vous pourriez avoir une peine plus légère en raison de votre âge, mais vous ferez de la prison. Votre précieux petit-fils devra expliquer à ses camarades de classe pourquoi papa et grand-mère sont en prison fédérale. Les jambes d'Éléonore flanchèrent et elle s'effondra sur la chaise. Nathalie sanglotait ouvertement maintenant. Louis, qu'allons-nous faire? Léo est si jeune. Louis ferma les yeux, prit une profonde inspiration et expira lentement. Quand il les ouvrit, la culpabilité avait disparu. Seul un calcul commercial froid et dur restait. Chloé, nous étions mariés. Il n'y a pas besoin de destruction mutuellement assurée. Sa voix était morte. Regarde, je peux te trouver 4 millions, mais tu dois signer un accord de confidentialité et tu dois déclarer publiquement que nous avons secrètement divorcé il y a 5 ans pour protéger les actifs d'une mauvaise affaire. J'ai presque applaudi. Même maintenant, acculé. Il calculait. Si j'admettais un faux divorce, ces accusations de bigamie disparaissaient. Le mariage de Nathalie restait légal, et Léo n'était pas un bâtard. Waouh, Louis, tu n'as pas changé d'un poil. Avons-nous un accord? Ses yeux s'illuminèrent légèrement. Oui. Je me penchai. Mais le prix vient d'augmenter. 5 millions. Et si ce n'est pas sur mon compte dans 3 jours, je porte ces documents à la police, à la presse, à l'école maternelle de Léo et au club de campagne de Nathalie. Toi. Louis se leva d'un bond de sa chaise. Asseyez-vous, ordonnai-je. Je ne négocie pas. Je dicte. 3 jours. Je pris mon sac à main, me dirigeai vers la porte et me retournai. Éléonore avait l'air d'un cadavre. Nathalie était en larmes dans ses mains. Louis fixait la table, une veine palpitant dans son cou. Oh, au fait, Louis, ajoutai-je. Te souviens-tu de tes vœux? Tu as regardé mon père dans les yeux et as juré de ne jamais me laisser souffrir. Je suppose que tu as tenu ta promesse. Tu ne m'as pas seulement laissé souffrir. Tu as systématiquement détruit ma vie. Je sortis et laissai la porte claquer derrière moi. Dans le couloir, Maître Dubois me regarda horrifié. Mademoiselle Dubois, allez-vous vraiment prendre l'argent et signer un accord de confidentialité? C'est de l'extorsion. Je ris. Je sortis un enregistreur vocal numérique de ma poche et appuyai sur stop. Maître Dubois, pensez-vous que je les laisserai s'en tirer si facilement? Je brandis l'enregistreur. Louis a avoué avoir simulé sa mort. Éléonore a admis la fraude médicale. Nathalie a admis la chronologie. Et ils m'ont offert de l'argent pour couvrir un crime. Ce n'est pas de l'extorsion. C'est obtenir une confession. Maître Dubois halta. Ils n'ont pas 5 millions en liquidité. Ils ne peuvent pas liquider des biens immobiliers en 3 jours. Au 3e jour, ils feront quelque chose de stupide où ils se retourneront les uns contre les autres. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur. S'il vous plaît, rédigez les poursuites civiles pour fraude et recouvrement d'actifs. Je veux qu'elles soient déposées dès que les mises en accusation criminelles tomberont. Oui, mademoiselle Dubois. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Les murs miroirs reflétaient mon visage pâle et mes yeux rouges, mais mes lèvres étaient courbées en un sourire. C'était la première fois que je me sentais vraiment vivante depuis 5 ans. Ils ne purent pas réunir les 5 millions. L'après-midi du 3e jour, je reçus un message de Louis. Chloé, nous devons parler du montant, s'il te plaît. Je ne répondis pas. À 18h, il appela. Je le laissai sonner. Il appela cette fois avant que je ne réponde enfin. Chloé, je liquide tout ce que je peux, mais 5 millions en 3 jours, c'est impossible. S'il te plaît, donne-moi. Non. Je le coupai. Demain à midi. Pas une minute plus tard.
Chloé, ne me pousse pas trop loin. Soudain, la voix perçante d'Éléonore se fit entendre. Je ne te donnerai pas un centime. Va voir les flics. Tu n'as aucune preuve concrète. Tout n'est que oui dire. Je ris. D'accord, maman. Testons cette théorie. Louis arracha le téléphone. 2 millions. J'ai 2 millions en espèces. La maison de maman est en vente, mais les acheteurs nous sous-estiment. Cela prend des semaines. Ce n'est pas mon problème, dis-je froidement. 5 millions. Et dites à Nathalie que je veux le collier Van Cleef et sa bague de fiançailles de 3 carats. Considérez-le comme l'intérêt pour les 5 ans de faux deuil qu'elle m'a fait subir. Toi, hurla Nathalie en arrière-plan. Demain à midi, répétai-je et raccrochai. J'appelai immédiatement mon détective privé. Que font-ils? Louis accourut chez des prêteurs sur gage essayant de garantir ses actions de société de technologie. Il a été rejeté 2 fois, semblait furieux. Éléonore a fait une scène dans une agence immobilière parce qu'il ne voulait pas acheter son appartement au comptant. Et Nathalie, elle a rendu visite à un avocat en divorce de haut niveau cet après-midi. Je souris. Divorce. Elle a demandé si elle pouvait obtenir une pension alimentaire et des actifs si son mari était inculpé de bigamie et de fraude, affirmant qu'elle était une victime qui ne savait pas. Des rats abandonnant un navire qui coule, 3 jours de pression, et la joyeuse famille se dévorait déjà. Gardez un œil sur Louis. Un homme désespéré fait des choses désespérées, instruis-je. À 18h, mon téléphone sonna de nouveau. Un numéro inconnu. Chloé Dubois. Une voix masculine rauque demanda. Qui est-ce? Mon nom est Cédric Fournier. J'étais ami avec Louis. Je suis au courant de la fausse mort. L'homme baissa la voix. Si vous êtes intéressé, rencontrez-me demain à 10h au café de la Buvette du Lac au Jardin du Luxembourg. Venez seul. J'ai des preuves que vous voudrez. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? J'ai un enregistrement audio de Louis et de sa mère planifiant toute l'affaire il y a 5 ans. Je vous le vendrai. Je serai là, dis-je. J'appelai immédiatement le détective privé. Vérifiez Cédric Fournier. Voyez comment il se connecte à Louis et faites en sorte que des hommes soient au café de la Buvette du Lac demain matin, sous couverture. Le lendemain matin, j'entrai dans le café. Cédric était un homme débraillé d'une 30aine d'années, l'air paranoïaque. Mademoiselle Dubois. Il se glissa dans une cabine en face de moi. Faisons vite. Je veux 500 000 € pour l'enregistrement. Il sortit un vieil enregistreur vocal numérique et en joua un extrait. Éléonore, j'ai payé le docteur Leblanc, il signera le certificat de décès. Louis, je me sens juste mal pour Chloé. Éléonore, elle est inutile maintenant que son père a perdu son influence politique. Nathalie a votre fils. Une fois les funérailles terminées, vous irez sur la Côte d'Azur. Recommencez en tant que Louis Moreau. Mon sang se glaça en l'entendant, mais je gardai mon visage impassible. 1 demi-million? Je rigolai. Cédric. Louis est actuellement en train de chercher de l'argent pour me payer. Où pensez-vous que je vais trouver 1 demi-million en espèces? Cédric fronça les sourcils. Si vous ne l'achetez pas, j'irai voir Louis. Allez-y, je défiai. Voyez ce qu'un homme désespéré acculé fait à un maître chanteur. Je me levai et sortis. Le détective privé a rapporté plus tard que Cédric était allé directement au bureau de Louis. Ils se sont disputés violemment. Cédric est sorti en trombe et a pris un train pour Lyon pour se faire discret. Ce soir-là, je reçus un message de Nathalie. Chloé, rencontrons-nous ce soir. 20h, berge de Seine près du pont des Arts. Juste nous. Je peux vous aider. J'appelai le détective Marc Dubois. Marc, j'ai besoin de vous et de 2 agents en civil aux berges de Seine ce soir à 20h. Restez hors de vue, mais soyez prêts. À 19h50, le vent de la Seine était glacial. Nathalie était assise sur un banc, enveloppée dans un trench coat, portant des lunettes de soleil dans le noir. Que voulez-vous? Demandai-je, debout devant elle.
Elle sortit une clé USB de sa poche. C'est tout le grand livre de compte de l'entreprise de Louis. 5 ans. Il a fait de l'évasion fiscale, des millions d'euros. Il contient également les scans de ses fausses pièces d'identité et ses journaux de SMS cryptés avec Éléonore. Je regardais la clé USB. Pourquoi me donnez-vous ça? Je veux l'immunité, cria-t-elle, retirant ses lunettes. Ses yeux étaient gonflés. Vous me laissez, moi et Léo, partir. Je veux 500 000 euros pour me relocaliser et vous me laissez en dehors du procès. Vous pensez que vous êtes une victime? Je le suis. Elle sanglota. Savez-vous ce qu'a été ma vie? Je suis pratiquement une prisonnière. Il me donne une allocation. Éléonore me traite comme un incubateur. Hier, Louis m'a dit que nous devions divorcer temporairement et transférer tous les actifs à mon nom pour les cacher de vous. C'est un piège. Il va me jeter sous le bus. Je pris la clé USB. Si c'est réel, je vous laisserai tranquille. Mais quittez Paris demain. Attendez, il y a une chose de plus, murmura Nathalie. La vraie raison pour laquelle Louis a simulé sa mort. Ce n'était pas seulement pour vous quitter ou voler la succession. Avant qu'elle ne puisse finir, des pneus crissaient sur le chemin pavé derrière nous. Un SUV noir s'arrêta brusquement. Les portes s'ouvrirent en grand. Louis et Éléonore en sortirent en sautant. Derrière eux se trouvaient 2 hommes massifs à l'air de voyous. Nathalie, traîtresse, cria Éléonore, se jetant sur elle. Elle gifla Nathalie si fort qu'elle tomba sur le trottoir. Nous nous sommes occupés de toi et tu nous vends. Louis les ignora. Ses yeux étaient fixés sur la clé USB dans ma main. Son visage était tordu d'une rage pure. Donne-moi la clé, Chloé. Je fis un pas en arrière. La froide balustrade de la promenade pressait contre ma colonne vertébrale. En dessous de moi, la rivière sombre s'agitait. Louis, qu'est-ce que tu fais? Je gardai ma voix stable. Je règle ça, grogna-t-il, s'approchant. Les 2 voyous le flanquaient. Donne-moi la clé et tu marches avec l'argent. Nous avons fini. Vous pensez que voler une clé USB supprime le cloud? Je ris, bien que mon cœur battait la chamade. Marc devait être proche. Tentez votre chance. Louis grogna. Attrapez-la. Le voyou s'avança. Louis, criai-je, sortant mon téléphone. Vous pensez que je suis venu seul? J'ai été en direct audio avec un détective de la police nationale pendant les 10 dernières minutes. Louis se figea. Vol, agression, extorsion. Je énumérai. Vous voulez les ajouter aux accusations de fraude informatique? Faites un geste. Je vous garantis que vous ne quitterez pas ce quai. Louis me fixa, sa poitrine se soulevant. Il regarda les ombres autour du parc, la paranoïa s'installant. Éléonore lui tira la manche. Louis, allons-y. Nous la paierons. Allons-y. Tais-toi. Il rugit à sa mère. Il me regarda avec une haine pure. Tu gagnes, Chloé. Garde la clé. Il fit volte-face. Monte dans la voiture, Nat. Nathalie se releva en catastrophe, terrifiée, et courut vers le SUV. Ils s'éloignèrent en trombe dans la nuit. Je m'effondrai contre la balustrade, mes jambes tremblantes. Marc et 2 agents en uniforme joguèrent hors des ombres. Tu vas bien, Chloé? Demanda Marc, regardant les feux arrière qui s'éloignaient. Je vais bien. Je brandis la clé USB. J'ai tout ce dont nous avons besoin. De retour à mon hôtel, j'insérai la clé dans un ordinateur portable crypté. Nathalie n'avait pas menti. L'évasion fiscale était flagrante. Plus de 15 millions d'euros de revenus cachés masqués par de fausses sociétés écrans. Mais il y avait autre chose. Les fichiers audio que Cédric avait essayé de vendre étaient également ici. Copiés des sauvegardes de Louis. Je les ai écoutés. Ce n'était pas seulement la fraude successorale. En 2020, l'entreprise de Louis avait escroqué un grand conglomérat européen, Horizon Monde, de 5 millions d'euros.
Horizon se préparait à le poursuivre en justice et à déposer des accusations criminelles. C'était le catalyseur. Il a simulé sa mort pour effacer la dette et éviter la prison fédérale. Il a pris une nouvelle identité pour attendre la prescription. Blanchissant l'argent volé par l'intermédiaire d'Éléonore et du père de Nathalie pour lancer Moro Technologies. Je n'avais pas seulement de quoi le ruiner. J'avais de quoi l'enterrer. Je rédigeai un email massif enjoignant les grands livres d'impôts, les fausses pièces d'identité, les résultats ADN et la preuve de fraude d'Horizon Monde. J'envoyai une copie au service de dénonciation des fraudes fiscales. J'envoyai une copie à la division des crimes financiers de la Gendarmerie nationale, et j'envoyai la dernière copie au service juridique d'Horizon Monde en Allemagne. 3 jours plus tard, le raid eut lieu. Je buvais mon café dans mon bureau quand les nouvelles flashèrent à la télévision. La Gendarmerie nationale perquisitionne une entreprise technologique parisienne. Le PDG Louis Moreau arrêté pour fraude informatique massive et évasion fiscale. Les images montraient Louis être conduit hors de son immeuble de bureau menotté, la tête baissée, l'air vaincu et vieilli. Éléonore fut arrêtée à son appartement. La caméra la filma criant aux agents « Mon fils est innocent. C'est ma belle-fille psychopathe qui nous a piégés. » Nathalie s'était enfuie en Auvergne avec Léo le matin après notre rencontre. J'ai tenu ma promesse. Je n'ai pas divulgué sa localisation. Elle était un pion et vivre le reste de sa vie en mère célibataire en fuite était une punition suffisante. Une semaine plus tard, je reçus un message. Louis voulait me voir au centre de détention fédérale. Il a dit que si je ne venais pas, il divulguerait des informations compromettantes sur mon père à la presse. Mon père était un cadre à la retraite qui avait quitté son entreprise sous un nuage de suspicion des années auparavant. Je me rendis au centre de détention. Louis était en combinaison orange, l'air vidé. « Que veux-tu » demandai-je à travers la vitre. « Laisse tomber les poursuites civiles contre ma mère » craquait-il. « Laisse-lui un peu d'argent pour un avocat. En échange, je ne dirai pas la vérité aux autorités sur ton père. » Mon père ? Louis sourit faiblement. Ton père n'a pas pris sa retraite parce qu'il était fatigué. Il a pris la chute pour le système de détournement de fonds de son patron. Ce patron est maintenant un homme politique important. C'est lui qui m'a aidé à blanchir l'argent d'Horizon. Si je parle, ils traîneront le nom de ton père dans la boue. Je le fixai. L'homme que j'avais aimé pendant 7 ans était vraiment mort. La créature assise devant moi était un parasite. Louis, dis-je doucement. Mon père a vécu dans la honte pendant 20 ans pour protéger un homme corrompu. Pensez-vous que je vais vous laisser utiliser ça pour protéger votre mère corrompue ? Son visage s'affaissa. Je vais directement d'ici au bureau du procureur. Je vais leur dire tout ce que vous venez de me dire. Cet homme politique va tomber et le nom de mon père sera blanchi. Chloé, s'il te plaît. Il frappa ses mains sur la vitre. Profitez de la prison fédérale, Louis. J'ai entendu dire qu'il ne servait pas le bœuf bourguignon de votre mère là-bas. Je me levai et sortis. Il cria mon nom, mais les lourdes portes en acier le firent taire. 1 mois plus tard, Louis Mercier plaida coupable de fraude informatique fédérale, d'évasion fiscale et d'usurpation d'identité. Il fut condamné à 15 ans de prison fédérale. Éléonore Mercier plaida coupable de complot et de parjure. Compte tenu de son âge, elle reçut une peine de 3 ans. Horizon Monde récupéra ses fonds et envoya à LB Commerce un énorme contrat d'approvisionnement en guise de remerciement. Le chiffre d'affaires de mon entreprise doubla. L'homme politique corrompu fut inculpé par le ministère de la Justice, en grande partie grâce à la piste papier laissée par Louis. Mon père reçut enfin ses excuses publiques. Par un après-midi d'automne frais, je retournai au cimetière. Gilles, le gardien, me fit un signe de la main. Je me dirigeai vers la tombe de Louis Mercier. J'apportai une petite pelle. Je creusai la terre au pied de la pierre tombale jusqu'à ce que je touche la boîte en métal que j'y avais enterrée des années auparavant, celle contenant sa montre, ses lettres et nos photos de mariage. J'emportai la boîte à l'incinérateur du cimetière. Une par une, j'y jetai les lettres.
Je regardais les bords se recourber, noircir et se transformer en cendres. Je jetai les photos ensuite. Enfin, je jetai l'alliance. Elle ne brûlerait pas, mais elle fondrait dans le four, perdant sa forme pour toujours. Je me levai et m'essuyai les mains. Il y a 5 ans, je pensais que ma vie s'était terminée quand il était mort. Il y a un mois, je pensais que ma vie avait été détruite par un mensonge. Mais en rentrant à ma voiture, le soleil réchauffant mon visage et le vent frais dans mes cheveux, je réalisai la vérité. J'avais survécu au chagrin et j'avais survécu à la trahison. Tout ce que j'avais construit, ma force, mon entreprise, ma résilience, était à moi. Cela ne lui avait jamais appartenu. Mon téléphone vibra. Un message de Sophie. Mademoiselle Dubois, les investisseurs européens sont prêts pour la réunion de présentation. Nous vous attendons. Je souris, tapai, j'arrive, et repartis vers la skyline de la ville. Mon histoire ne faisait que